problème physique. Clara Le Picard ne va pas pouvoir assurer cette présentation. Je suis Georges, le metteur en scène. Je vais reprendre son rôle au pied levé. Je vous prie d'excuser ce désagrément et vous souhaite une bonne présentation. Alors, tu vois, maman, j'ai pensé que tu t'assierais derrière la table, à côté de moi, face au public, mais à l'autre bout de la table. Comme ça, les gens me voient bien, mais tu ne me gênes pas. En tout cas, merci beaucoup de m'aider malgré mon manque d'argent, maman. Je pense que ça va bien m'aider. Enfin, tu sais, je trouve ton projet de spectacle formidable. Alors, si je peux être utile à quelque chose... Écoute, je sais pas encore à quoi, mais je pense que c'est bien que tu sois là. Ben oui, c'est l'essentiel. Je t'ai toujours dit que tu manquais de confiance en toi. Alors, si je peux aider... Bah, ne commence pas. Bon. Alors, ne t'énerve pas, garde ton énergie. Si je te gêne, je sors, je t'attends dans la loge, c'est pas grave. Si tu veux un thé, une infusion... Je commence. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'être là ce soir pour la présentation du projet de mon nouveau spectacle. Je vous rappelle que j'ai ouvert un Kiss Kiss Bang Bang pour le financer et j'espère qu'à l'issue de cette soirée, vous cotiserez pour le rendre réel. En effet, je suis malheureusement insolvable auprès des banques, sinon vous pensez bien que je l'aurais autoproduit parce que quand un projet vous tient à ce point à cœur, il faut aller jusqu'au bout. N'est-ce pas, maman? Ben oui, c'est ce que je t'ai toujours dit. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le théâtre Joliette Minoterie de m'avoir prêté cette salle entre deux spectacles. Et je remercie Guilhem aussi pour l'installation de lumière qui va améliorer cette présentation. Donc, me voilà devant vous ce soir pour vous présenter ce projet, ce spectacle à venir, ce travail d'une vie. Oh, tu sais, la vie est longue, hein. Là, c'est ton projet actuel. Tu en auras d'autres, je suis pas inquiète. Oui, mais si je commence à dire ça, comment veux-tu que les gens aient envie de s'impliquer, d'investir? Si je change de projet comme de chemise, ils ne vont jamais cotiser. Bon, alors fais comme tu le sens, hein. En tant que femme artiste, puisque je suis femme et artiste... Oui, mon chéri, oui. Je pense que c'est important de parler du fait d'être femme et d'être artiste. Donc, je pense faire un spectacle sur une femme que vous connaissez tous, mais qui n'était pas artiste et qui s'est ruinée pour réaliser ses rêves. Comme elle s'est suicidée, notamment certainement parce qu'elle n'était pas artiste, comme ça vous permettra de mieux me comprendre, et ça, c'est important. Donc, je prévois de faire un spectacle sur le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Bon, revenons à nos moutons. Ben oui, c'est une bonne idée, mon chéri. Si, maman. Brancusi a dit, avant de quitter l'atelier du sculpteur Auguste Rodin, « Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. » Eh bien, moi, je soutiens au contraire qu'on a besoin de l'ombre des grands arbres pour pousser. Et si Flaubert est un grand arbre à l'ombre duquel il fait bon pousser, je tiens à rendre ici un hommage à ma maman, qui est elle aussi un grand arbre, même si à la voir on ne le dirait pas. En effet, c'est ma maman, mais elle a joué dans La Maman et la putain de Jean Eustache en 1973, l'année de ma naissance. Ça, c'est un signe. J'ai même descendu les marches de Cannes dans son ventre. Ça vous embouche un coin. Donc c'est ma maman, mais c'est une icône, une star. Elle a défrayé la chronique. Ce soir, en rentrant chez vous, vous googliserez son nom et vous serez épatés d'avoir passé la soirée avec elle. Et ça n'a pas de prix. Bon, contrairement à mon spectacle, mais je vous ferai un point sur la production du spectacle un peu plus tard dans la soirée pour améliorer votre connaissance de ce que vous vivez, puisque là, présentement, vous vivez un spectacle. Donc, je compte sur vos souvenirs de Madame Bovary pour suivre, hein, c'est un classique, tout le monde l'a lu. Ah, tout le monde ne l'a pas lu. Ben
Vraiment, je ne suis pas sûre d'être optimiste quant à l'issue de cette soirée. Bon, alors tu ne renonces pas si près du but. Oui, t'as raison. Alors, j'ai dû rater quelque chose pour qu'à 40 ans, elle ait encore besoin que je lui tienne la main. Tu dis? Rien, rien, mon chéri. Allez, fonce, je te passe. Tu as raison. Allez, je vous présente mon projet de spectacle. Alors, je t'ai prévu un tabouret là-bas, ça te va? Grâce à... Ça va, t'assise? Oui. Grâce à Kiss Kiss Bank Bank, il y aura un tapis de sol blanc. Un tapis de scène blanc. En fond de scène, il y aura un écran de rétroprojection blanc. Il y aura une table blanche, ovale, dans le vrai spectacle. Et une caméra. Voilà pour le décor. Donc, comme vous le savez tous, je suis Clara Le Picard. Ça fait maintenant 10 ans que je fais des spectacles sur notre société. C'est l'heure du bilan. Comme en plus je vais avoir 40 ans, si on en croit les statistiques, je suis au milieu de ma vie. J'ai lu quelque part que Madame Bovary est un roman qu'on peut lire à tous les âges de la vie. Je l'ai lu à 16 ans. On va voir ce que ça donne à 40. Et comme en plus Flaubert l'a écrit en 1857 et qu'on est en... On est en 2015, je me suis dit c'est parfait. Je suis partie d'une phrase qu'aurait dite Flaubert. Madame Bovary, c'est moi. Mais moi, c'est Clara Le Picard. Donc est-ce que Madame Bovary, c'est Clara Le Picard? Bon, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que moi, c'est moi, mais c'est aussi chacun d'entre vous. Donc je m'offre en exemple, mais je compte sur chacun d'entre vous pour vous demander si moi, c'est Emma Bovary, si c'est Gustave Flaubert, si c'est Clara Le Picard, si c'est quoi votre prénom? Si c'est Lise, etc. D'ailleurs, vous pouvez même, pour ceux qui le veulent, sortir un petit carnet avec un stylo pour noter si vous êtes comme Emma une croix, comme Flaubert un bâton, comme moi un triangle ou pas un rond. Donc pour répondre à cette question de fond qui nous concerne donc tous, j'ai rassemblé autour de moi une équipe d'experts susceptibles d'y répondre avec pertinence. Je vous demande d'accueillir Bénédicte Simon. Irina Solano. Arnold Pasquier. Et Françoise Lebrun. Ma maman, bah oui, elle me connaît bien et puis elle lit très bien les histoires, tu te souviens? Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. La princesse au petit pois, oui. Ouais. Tu sais, ça me donne une idée. Ah bon? Tu pourrais lire les extraits du roman de Flaubert que j'ai sélectionné. Je te donne le texte et tu vas voir, c'est très simple. C'est écrit en gros, en gras et en italique, tu verras facilement. Merci. Bah, ça tombe bien, j'ai mes lunettes. Ah bah. Donc, comme Flaubert, je suis partie d'un fait réel, moi, et donc je vais en toute transparence me scruter dans ce qui fait ma vie. Flaubert lui a préféré partir d'un fait divers. J'espère ne pas en arriver là, mais bon, que sera, sera. Hein. Et donc je vais me comparer à son fait réel en toute transparence pour être scientifique, comme Flaubert.
Bon, vous pourriez dire que Madame Bovary n'est pas un sujet d'extrême actualité. Bah, détrompez-vous, hein. Emma, c'est quand même la première suicidée pour surendettement de notre littérature. Donc avec la crise qu'on est en train de vivre, si vous me dites que c'est pas actuel, je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein. D'ailleurs, ce serait quand même un comble de s'endetter pour faire un spectacle sur Madame Bovary. Peut-être qu'elle, à son époque, d'ailleurs, s'il y avait eu Kiss Kiss Bank Bank, elle ne se serait pas suicidée. Allez, pour remettre tout le monde à niveau, hein, je vous résume le roman, mais rapide, on ne va pas y passer 1h15 quand même, parce que c'est quand même un classique, hein, tout le monde aurait dû l'avoir lu. Donc, Madame Bovary, c'est l'histoire d'une jeune femme, Emma, qui vit à la campagne, elle s'ennuie. Elle se marie à Charles, qui est officier de santé, une sorte d'infirmier, qu'il aime, et elle continue à s'ennuyer. Et elle commence à même déprimer, et donc pour se remonter de ses dépressions, elle rêve. Et alors, pour réaliser ses rêves, elle se met à acheter des trucs, des merdouilles, des vêtements, des chaussures, des meubles, etc. Ensuite, pour essayer de réaliser ses rêves, elle se met à prendre des amants. D'abord Rodolphe, ensuite Léon. Et en fait, comme elle est nulle en compta, à la fin, elle ruine sa famille. Et quand on vient pour saisir ses biens, pour solder ses dettes, elle préfère se suicider. Alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'assurance vie. En plus, elle avait une fille, Berthe, qui après tout ça finit ouvrière, esclave de l'industrie naissante. Hein. Non, ben moi je trouve ça bien pour Berthe, hein, parce que elle travaille, elle gagne son argent, elle échappe à la dépression maternelle. Non mais elle devient vraiment esclave, quoi. Elle n'avait pas le droit du travail, il travaillait même le dimanche. Oui, enfin, ne me pousse pas par là, tu sais que je déteste ce roman. Hein. Je trouve qu'Emma est une imbécile, qu'elle ferait mieux de se prendre en main, enfin... À son époque, il y avait quand même des femmes libres. Regarde George Sand. Non mais elle compte pas. Oh. Elle avait un pseudodome. Et alors? Et alors, je pense que c'est bien de commencer mon spectacle par une chanson. Donc je vais éteindre la lumière, je reviens tout de suite. Non, je me suis fait mal au petit doigt en sortant de la loge. Alors je vais pas pouvoir jouer au piano, je pourrais pas. Ça m'ennuie de vous demander ça, mais est-ce qu'il y aura un pianiste dans la salle? Elles sont pas compliquées, la chanson elle est pas compliquée à jouer, elle est pas encore complètement composée, donc il y a possibilité d'improviser. Il n'y a pas un pianiste dans la salle? Oui? Monsieur? Si vous voulez bien venir. Oui? Oui? Oui, oui. Si vous êtes pianiste, quoi. Bon, voilà. Alors, la chanson, elle est facile, elle fait la la, la la, la la la, la la, la la. Non. Ouais. La la, la la. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ça c'est joli, hein, bravo. Quand on est petit, tout est possible, tout est à venir. On sera grand, on sera beau,
philosophe sans entracte. C'était très bien. Ah oui, c'était bien, bravo, franchement. Non, mais en fait, je crois que j'y gagne. Hein. C'est mieux que ce soit vous plutôt que ma mère. Hein. Est-ce que, parce qu'après le Kiss Kiss Bang Bang, il faudra que je compose pour de vrai les chansons, ça vous ennuierait de me noter les idées sur un papier? Parce que c'était beau, hein. Ah, c'était beau, hein. Hein? Ouais. Et vous pourriez noter votre numéro de téléphone aussi, comme ça, si jamais j'ai besoin, on peut en discuter. Ouais, super, merci beaucoup. Ah bah maman, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un beau pianiste comme ça dans le public. Séquence 1, l'éducation d'Emma. Alors j'ai imaginé que le principe de mon spectacle, ce soit de reconstituer de façon naturaliste des scènes du roman devant des décors filmés en Normandie par un réalisateur normand, rétroprojetés en rétroprojection, sur écran de rétroprojection. Les comédiens rejouent les séquences du roman de façon naturaliste et entre chaque tournage discutent entre eux pour savoir si oui ou non je suis comme Emma. Aujourd'hui ce sera nécessairement beaucoup plus statique. La caméra figure l'espace de tournage. À côté, il y a un portant avec des éléments de costume normands 1840-1850. Jouer devant des vidéos rétroprojetées, c'est ce qu'on appelle le procédé de la transparence que vous connaissez des films hollywoodiens. Par exemple, dans L'homme qui en savait trop, de Hitchcock, au tout début, Doris Day et James Stewart sont à l'arrière du bus qui fait Marrakech-Casablanca. Par la lunette arrière défile le paysage marocain. Eh bien ça, c'est une transparence. Donc nous, ce qu'on jouera à Jardin sera diffusé en simultané, en très grand, à court. Ah oui, Jardin, court, c'est un peu de jargon théâtral. Hein. Donc si on dit que vous êtes le public, hein, Jardin, court, petit moyen mémotechnique, Jésus crie. Arnold est le vidéaste. Il communique avec moi. Moi, je suis en régie. La régie, c'est encore un jargon théâtral, désolé. C'est l'espace technique qui est juste derrière vous. Donc, je suis en régie. Mais il y a sur le plateau un petit haut-parleur qui diffuse ma voix. Voilà, comme ça. J'ai trouvé que c'était bien de commencer le spectacle par l'éducation d'Emma, puisque Flaubert veut montrer les méfaits d'une culture mal digérée. Arnold, transparence de couvent normand 1840-1850, s'il te plaît. Irina, tu fais Emma. Françoise, tu lis. Alors si je récapitule, ici à Jardin, vous avez une transparence de couvent normand 1840-1850. Devant Irina, joue Emma. Donc jouer Emma, c'est très simple, hein, c'est mettre une perruque brune avec une raie au milieu et deux bandeaux qui couvrent les oreilles, et un élément de costume normand 1840-1850. Françoise, tu lis? Page 28. Oui, mon chéri. Alors, page 28. C'est ça. Merci. Alors, loin de s'ennuyer au couvent les premiers temps, Emma se plut dans la société des bonnes sœurs. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant 8 jours, travailler à la lingerie. Elle prêtait aux grandes, en cachette, quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêt sombre, trouble du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes. Pendant 6 mois à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Fin du tournage. Il est quand même très vache, hein, Flaubert, dans sa description.
description de l'éducation d'Emma. Bah, c'est tout le sujet de son livre quand même, hein. Ah oui, c'est vrai. Bénédicte, c'est sûr que si Emma s'attend à ce que par la suite ce soit comme ça, c'est difficile d'être heureuse, hein. En même temps, c'est le propre de l'être humain de se constituer en imitant. Irina, tu sais qu'on a découvert qu'on avait des neurones miroirs. Alors si on dit que ça, c'est mon cerveau. Quand je fais un geste, j'ai des neurones qui s'activent. Par exemple, ceux-là. Et bien toi, quand tu regardes mon geste, tu as les mêmes neurones qui s'activent dans ton cerveau, mais un petit peu, comme ça. Eh bien, c'est ça qu'on appelle les neurones miroirs. Ce sont ces neurones qui permettent qu'on apprenne à faire un geste en le regardant sans qu'on nous l'explique. Et on pense, en tout cas les scientifiques pensent, que ce sont ces neurones qui ont permis à l'humain de se développer, de développer la culture, mais aussi l'empathie. Arnold. Alors si j'ai bien compris, ce sont ces neurones qui s'activent quand on va au spectacle ou quand on voit un film. Ils doivent aussi s'activer au récit de ce qu'on fait parce que quand on lit un livre, on a l'impression de vivre ce qu'on lit. D'ailleurs, peut-être que Emma avait les neurones miroirs trop développés. Irina. Ah oui, peut-être. Arnold. Alors Clara, comme Emma ou pas comme Emma? Ben comme Emma, hein, parce que moi aussi j'ai développé mes neurones miroirs, mais moi c'était en lisant les classiques à l'école. Arnold, sortant son carnet, donc n'hésitez pas à sortir votre carnet de votre crayon, c'est le moment. Croix. Séquence 8, les désillusions d'une femme mariée. Alors, dans le vrai spectacle, il y aura la globalité du roman. Mais pour aujourd'hui, je vais juste faire des extraits. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Bon, donc, les désillusions d'une femme mariée. Arnold, jardin normand, au clair de lune en transparence, s'il te plaît. Bénédicte, tu fais Emma. Irina, tu fais Charles. Françoise, tu lis. Oui. Page 57. Oui, c'est ça. Alors, d'après des théories qu'elle croyait bonnes, Emma voulut se donner de l'amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu'elle savait par cœur de rimes passionnées et chantait à Charles, en soupirant, des adagios mélancoliques. Mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu'auparavant, et Charles n'en paraissait ni plus amoureux, ni plus remué. Quand elle eut ainsi un peu battu le briquet sur son cœur, sans en faire jaillir une étincelle, incapable du reste de comprendre ce qu'elle n'éprouvait pas, comme de croire à tout ce qui ne se manifestait point par des formes convenues, elle se persuada sans peine que la passion de Charles n'avait plus rien d'exorbitant. Ses expansions étaient devenues régulières, il l'embrassait à certaines heures, c'était une habitude parmi les autres, et comme un dessert prévu d'avance, après la monotonie de dîner. Fin du tournage. Bénédicte. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Flaubert, hein. Il l'embrassait à certaines heures, c'était une habitude parmi les autres. Arnold. Tu sais, c'est pour ça que la scène avec Rodolphe sous les arbres, où manifestement Emma découvre son plaisir, avait tellement choqué. Le silence était partout, quelque chose de doux semblait sortir des arbres
et Emma sentait son cœur dont les battements recommençaient et le sang circulait dans sa chair comme un fleuve de lait. Alors, si j'étais dans le vrai spectacle, là, je répondrais à Arnold. Alors attends, Françoise. Alors, si la femme revendique le même droit au plaisir que l'homme, c'en est fini de la domination masculine. On est à égalité. Non, mais c'est ça qui a choqué aussi dans La Maman et la Putain, c'est que la femme n'était ni objet social, la maman, ni objet sexuel, la putain, non. C'était un individu, c'est un individu à part entière. Alors, Clara, ben rond, hein, parce que moi, j'ai toujours été étonnée qu'on reconnaisse que j'étais une fille au premier coup d'œil. Je me suis jamais sentie ni objet social, ni objet sexuel, mais plutôt force vive, donc rond. Carnet? Je sais pas pour vous, mais donc pour moi, c'est rond. Hein. Irina, mais la société ne te laisse pas t'émanciper si facilement. Hein. Même la sexualité est régie par des normes sociales. L'essor du porno dans les jeunes générations actuellement, c'est quand même encore une manière détournée de leur normaliser l'intime. Hein. Être libre avec son corps, c'est encore un combat. J'ai lu des graffitis dans la rue qui disaient « Éteins l'épilateur, allume le vibromasseur, ne me libère pas, je m'en charge, et la prochaine fois que tu me siffles, je te pète les dents. » J'adore. Fin de la séquence. Séquence 14. Emma présente à elle-même. Il y a un moment dans le roman où on sent qu'Emma est bien présente à elle-même. C'est quand Charles, son mari, l'appelle au secours parce que Justin, le commis du pharmacien, s'est évanoui à la vue du sang du domestique de M. Rodolphe Boulanger, le propriétaire du château de la Huchette, le futur amant d'Emma, qui l'a amené pour le faire saigner. Donc, Arnold, on fait une reconstitution naturaliste de salon normand 1040-1050, s'il te plaît, en transparence. Irina, tu fais Charles. Ok. Bénédicte, tu fais Emma, mais tu es hors champ pour l'instant. Arnold, tu fais Rodolphe. Clara, je vais avoir du mal à filmer et à faire Rodolphe en même temps. Tu n'as pas pris la télécommande? Ah si, tu as raison. Charles. Ma femme, ma femme. Emma descendit d'un bond l'escalier. Rodolphe, prenant le petit Justin dans ses bras. Ce n'est rien, ce n'est rien. Bon, Françoise, tu peux lire la suite, s'il te plaît? Alors, Madame Bovary se mit à lui retirer sa cravate, mais la syncope de Justin durait encore et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique pâle comme des fleurs bleues dans du lait. Alors, Madame Bovary prit la cuvette, hein, et pour la mettre sous la table, dans le mouvement qu'elle fit, en s'inclinant, sa robe. Alors, c'était une robe d'été à 4 volants, de couleur jaune, longue de taille, large de jupe. Ah, sa robe s'évasa autour d'elle, sur les carreaux de la salle, et comme Emma baissait, chancelait un peu en écartant les bras, le gonflement de l'étoffe se crevait de place en place selon les inflexions de son corsage. Ensuite, elle alla prendre une carafe d'eau, et elle faisait fondre des morceaux de sucre lorsque le pharmacien arriva. Et ben, tu vois, on sent qu'elle est là, elle est bien présente à elle-même, elle est bien dans ce qu'elle fait, tu vois. Bon, c'est sûr que quand on est utile, c'est quand même plus facile, hein. Alors pour moi, tourner dans un film, c'est 1000 fois plus facile que d'aller en parler ensuite, parce que les gens font la confusion entre mon personnage et moi, entre ce qu'ils ont vu et ce que je suis dans la vraie vie. Bénédicte. Maintenir un être humain en décoration, c'est difficile que ça lui suffise. Hein. Être la mère de ses enfants et la femme de son mari et c'est tout, difficile que ça remplisse. Les hommes ne s'y sont pas trompés. Hein. Ils ne sont pas nombreux à n'être que le père de leurs enfants et le mari de leur femme sans avoir d'activité professionnelle à l'extérieur. Tu peux venir voir le pied gauche arrière du tabouret, s'il te plaît? Maintenant? Oui, tout de suite. Bon, ben d'accord. Qu'est-ce qu'il a? C'est un peu instable. Ça grince.
Arrière gauche, tu dis? Oui, arrière gauche en bas. D'accord, d'accord. Ben, je vois rien, hein. Ben, regarde bien, s'il te plaît. Alors d'ailleurs, Flaubert fait dire à Rodolphe, page 157. Alors Arnold, place de village 1840-1850. Arrière gauche, tu dis? Oui, arrière gauche, en bas, en bas, en bas. Hein? Merci, Arnold. Alors, voilà Emma. Et voilà Rodolphe. Rodolphe, mélancolique. Emma se reculant un peu. Oh, monsieur. Ah, vous voyez que j'avais raison de vouloir ne pas revenir. Car ce nom qui me remplit l'âme, qui m'est échappé, vous me l'interdisez. Ah, Madame Bovary. Tout le monde vous appelle ainsi. Pourtant, ce n'est pas votre nom. C'est celui d'un autre. D'un autre. Voilà. Non, c'est pas mal, hein. Elle a tout reconstitué hors champ. Arnold. Alors, Clara, comme Emma ou pas comme Emma? Pas comme Emma, parce que moi, je suis pas mariée, j'ai toujours le nom de mon père. Arnold, ben, alors crois, hein, parce que c'est le nom d'un homme. Irina. Tiens, c'est vrai, traditionnellement, la femme a toujours le nom d'un homme. Donc, crois. Ça va, vous arrivez à suivre? C'est bien ce que j'ai imaginé. Bon, alors pour la séquence suivante, la séquence 22, les rêves de Charles et d'Emma, j'ai pensé que ce serait bien qu'il y ait de la danse dans le spectacle, parce que ça coûte pas plus cher et puis ça change un peu. Et donc, j'ai imaginé qu'on pourrait danser l'écriture, le rythme de l'écriture de Flaubert pour bien l'entendre. Alors, normalement, quand je lis, on entend le rythme de l'écriture, ou alors j'ai beaucoup perdu. Ben non, mais c'est pas ça, c'est juste que parfois, visuellement, c'est plus facile de penser ce qu'on entend. Attends, tu peux me répéter ça, lentement? Visuellement, c'est parfois plus facile de penser ce qu'on entend. Bon, en tout cas, dans le vrai spectacle, j'aurais travaillé avec une danseuse, mais pour aujourd'hui, je vais mettre un stromboscope, parce que comme en plus ça se passe la nuit. Non mais vous inquiétez pas, hein, je l'avais chez moi le stromboscope, hein, c'est pas une dépense. Donc tu lis les rêves de Charles et d'Emma. En fait, je n'arrive pas à lire. Ah, c'était pour ça la petite lampe. Ah. La petite lampe. Alors, page 232, Emma et Charles ont eu une petite fille, Berthe. Et quand Charles rentrait au milieu de la nuit, il la regardait. Il croyait entendre l'haleine légère de son enfant. Elle allait grandir maintenant. Il la voyait déjà revenant de l'école à la tombée du jour, toute rieuse, avec sa brassière tachée d'encre et portant au bras son panier. Puis, il faudrait la mettre en pension, cela coûterait beaucoup. Comment faire? Alors il réfléchissait, car il voulait que Berthe fût bien élevée, qu'elle eût des talents, qu'elle apprit le piano, qu'elle
qu'elle serait jolie plus tard, à 15 ans, quand, ressemblant à sa mère, elle porterait comme elle, dans l'été, un grand chapeau de paille. On les prendrait de loin pour les deux sœurs. Il se la figurait travaillant le soir auprès d'eux, sous la lumière de la lampe. Elle lui broderait des pantoufles. Elle s'occuperait du ménage. Elle emplirait toute la maison de sa gentillesse et de sa gaieté. Puis, on lui trouverait quelques braves garçons ayant un état solide. Il la rendrait heureuse et cela durerait toujours. Cela durerait toujours, vaste programme. Hein. Tu sais, je me dis qu'en fait, Charles, il souffre de bovarisme, hein, la faculté départie à l'homme de se concevoir autrement qu'il n'est. Qu'est-ce que t'en penses? Rien. Bien sûr, t'es ma mère, je suis ta fille unique, tu veux que je réussisse, t'es comme Charles, mais d'ici à reconnaître que tu souffres de bovarisme. Hein. Oui, enfin, toi, tu n'as pas mon nom. Alors, si tu réussis, où est ma gloire, hein? Bon, c'est le moment d'aller fumer un peu. Ah non, hein, on a dit une seule cigarette dans tout le spectacle, c'est trop tôt. Tu lis les rêves d'Emma. Toujours aussi capricieuse. Alors, les rêves d'Emma. Emma ne dormait pas. Elle faisait semblant d'être endormie. Et tandis que Charles s'assoupissait à ses côtés, elle se réveillait en d'autres rêves. Au galop de 4 chevaux, elle était emportée depuis 8 jours vers un pays nouveau où Rodolphe et elle ne reviendraient plus. Ils allaient, les bras enlacés, sans parler. Souvent, du haut d'une montagne, ils apercevaient tout à coup quelques cités splendides avec des dômes, des ponts, des navires, des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre blanc, dont les clochers aigus portaient des nids de cigognes. Et puis ils arrivaient un soir dans un village de pêcheurs où des filets bruns séchaient au vent le long de la falaise et des cabanes. C'est là qu'ils s'arrêteraient pour vivre. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac et leur existence serait facile et large comme leurs vêtements de soie, toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu'ils contempleraient. Alors cependant, sur l'immensité de cet avenir qu'elle se faisait apparaître, rien de particulier ne surgissait. Tu veux bien éteindre ta lumière? Je voudrais essayer quelque chose. Oui. Voilà. Ah! Mais enfin, Georges, qu'est-ce que vous faites? J'étouffe! J'étouffe! Au secours! Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être le stromboscope. Oh oui, on arrête tout. Non, vous ne pouvez pas faire ça, Clara. Oh là, vous allez avoir de mes nouvelles, hein. Oh. Je pense que c'est le moment de faire un quiz pour voir si vous reconnaissez les modèles dont rêve Emma. Je suis sûre que si vous réfléchissez bien, vous trouverez au moins 3 succès de librairie de la période romantique. Allez. Alors, s'il vous plaît, 3 succès de la littérature romantique dont rêvait Emma. Vous l'avez bien entendu, l'exotisme, tout ça, les hamacs, non? Paul et Virginie, tout ça, bon, ok, c'est trop tard. C'est pas grave, pour la culture, je repasserai. Donc, en tout cas, voilà. Flaubert se moque de la littérature de la génération précédant la sienne et des méfaits sur les lecteurs trop crédules. D'ailleurs, ça me fait penser à Edgar Morin dans Les Stars, qui dit « La vie affective est à la fois imaginaire et pratique ».
on est dans le bovarisme, le désir de vivre sa vie, c'est-à-dire de rêver sa vie et de vivre ses rêves. Tout de suite après, dans le roman, il y a une scène où Emma, pour que ses rêves soient parfaits, va acheter les accessoires de sa fuite avec Rodolphe. Françoise. Pour se remettre, chantons une chanson. Ça ne coûte rien, ça fait du bien. Allez, allez, pour faire la paix. Non, j'ai toujours mal au petit doigt. Non, non. Monsieur, ça vous ennuie de revenir, s'il vous plaît? Je suis navrée, hein. Vraiment. Non, mais elle n'est pas sortable. Hein. Remarquez, j'y gagne vraiment. Alors, cette chanson-là, elle est beaucoup plus romantique, elle est comme ça, et ça fait ni na 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 ouais, na 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 Plus vif. Ah, ben voilà. prenez votre temps, je bois un petit peu. Faites-vous plaisir, ça fait aussi ces idées-là sur votre papier? Je tâcherai. Oui, oui. Et vous mettez bien votre numéro de téléphone? Hein? Ok. Ok. Parce que ce soir, j'aurai pas le temps de boire un petit verre, mais demain, oui. 14h à la Samaritaine? Je peux pas demain. Ah bon? Ah bon? 15h 15h à la Samaritaine, super. Et gardez votre t-shirt, comme ça je vous reconnais très facilement. Quelle chance, hein, quand même, hein. Oh là là. Séquence 23, les objets. Parce qu'il y a un personnage important dans le roman qui s'appelle Monsieur Lheureux. C'est le commerçant de Yonville. C'est chez lui que Emma se fournit. Nous, lecteurs, on sait qu'il ruine ses clients puisqu'au premier tiers du roman, il a fait saisir une auberge. Mais Emma, elle est ravie de lui acheter à crédit. Dès qu'elle vit quelque chose, elle se précipite chez lui pour acheter les bons objets pour être parfaite pour le rôle.
Monsieur Lheureux, c'est la tentation capitaliste dans toute sa perversité. Alors j'ai choisi de le représenter par une voix d'homme enregistrée et par des projections d'enseignes lumineuses, clignotantes. C'est-à-dire que vous comprenez bien que j'ai renoncé pour des histoires d'argent à faire une reconstitution naturaliste de la boutique de Monsieur Lheureux sur le plateau. Mais il fallait quand même que ce soit un petit peu attirant parce que sinon on ne comprend pas pourquoi Emma a envie d'acheter. Hein. Vous, quand vous allez à plan de campagne, ça vous donne envie aussi. Donc là, au sol, sont projetés donc à jardin, merci. Donc sont projetées des enseignes lumineuses clignotantes. Et Emma est toujours seule au milieu du plateau. Françoise, exceptionnellement, est-ce que vous voulez bien faire Emma, s'il vous plaît? Ah bon? Oui, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Ah, je vais être obligée de m'asseoir sur vos genoux. C'est ma place. Ça tourne. Ah. Alors, Emma, j'aurais besoin d'un manteau, un grand manteau, avec un long collet doublé. Vous partez en voyage? Oh, mais non, non, non. Mais n'importe, je compte sur vous, n'est-ce pas, et vivement. Il me faudrait aussi une caisse, pas trop grande, commode. Oui, je vois bien comme on fait de nos jours, 92 cm sur 50 environ. Avec un sac de nuit. Ben voilà bien du grabuge là-dessous. Alors tenez, prenez ma montre, vous vous paierez là-dessus. Fin du tournage. Bénédicte. C'est quand même dommage qu'à l'époque, Emma n'ait pas pu être metteur en scène. Hein. Ça aurait peut-être changé son destin. Elle se serait peut-être pas suicidée. Hein. Ah oui, c'est vrai que moi, normalement, bientôt, je vais avoir une équipe, je serai pas seule, je vais pas me suicider. Ouais, bah, en fait, moi, si je pouvais, hein, Oui. je répondrais à Bénédicte. Françoise? Bon, c'est vrai que Emma aurait pu faire une bonne costumière accessoiriste. Hein. Tu vois? Toujours la bonne robe pour la bonne situation. Bon, quitte à ruiner sa famille. Hein. Pas moi. Non, mais moi, ce qui me rendait un peu folle à la sortie de La Maman et la Putain, c'était toutes ces femmes habillées comme il faut et qui venaient me remercier pour la liberté de ma parole. Et elles s'enfermaient dans des images sociales, des signes extérieurs de richesse, et donc elles contribuaient à ce que cela perdure. Et elles venaient s'en plaindre à moi comme si elles en étaient victimes. Hein, c'est fou. Bénédicte, bah, Emma, elle est exactement comme ça. Hein. Elle aurait pu tout envoyer balader, vivre libre, travailler, gagner son argent. Et elle a préféré essayer de ressembler à ce qu'elle pensait être chic, se surclasser, et elle s'est ruinée. Arnold. Clara, rond. Ben, je me suis quand même acheté des vêtements pour faire auteur-metteur en scène. En tout cas, pour être chic. Pour être chic. En tout cas, pour faire auteur-metteur en scène. Bon. Mesdames et messieurs, on va vous demander votre aide pour savoir si les vêtements que Clara Le Picard a choisis sont auteur-metteur en scène. Ah, ça fait metteur en scène, les chaussures. Hein. Le col? L'écharpe? En garçon, ça fait plus metteur en scène. Hein. Arnold, bah, si tu crois que la perruque fait l'artiste, Clara. Non mais moque-toi, il y a les directeurs et leurs assistantes, les artistes et leurs assistantes. Arnold.
Bah là, Clara, tu me déçois. Clara. Ah non, mais si tu dis que c'est dans ma tête et que c'est uniquement le plafond de verre, je t'envoie dès ce soir par mail le rapport de Renprac sur la parité dans la culture. Et j'attends ton rapport de lecture, sinon tu es viré. Arnold. Ok, ok. Clara. Et ne me dis pas que je dois m'estimer contente de faire partie des 15% d'auteurs femmes jouées et des 22% de metteurs en scène femmes. Et mon petit bonhomme, je te rappellerai que toi aussi tu pâtis de cette situation, puisque le coût moyen d'un spectacle varie du simple au double selon le sexe de son metteur en scène. Arnold. Ok, ok, viens, on reprend où on en était. En tout cas, moi je me suis pas ruinée pour réaliser mes rêves. Alors, en tout cas pas encore. Crois. Allez-y, notez pour vous. Hein. Séquence 25, les objets, suite, les abricots. Bon, attends, Rodolphe, tu vas pas rester comme ça, hein. Non. Vas-y. Donc, Rodolphe n'est pas venu chercher Emma. Il lui a envoyé une lettre cachée dans un panier d'abricots. Emma a pris la lettre, elle s'est enfermée au grenier pour la lire. Elle a voulu se jeter par la fenêtre. Charles l'a rattrapée au dernier moment. C'est mieux, ça vient mieux. Hein. Donc, le soir au dîner, Charles veut lui faire manger un abricot pour la remettre. Mais lui ne sait pas que la lettre était cachée dans le panier d'abricots. Et donc, au même moment, la voiture de Rodolphe passe à vive allure sous les fenêtres d'Emma. Elle l'entend, elle s'évanouit et commence une très grosse dépression. Voilà. Eh bien, vous voyez, encore une fois, l'objet fait signe. L'abricot vaut pour la rupture. Pour moi, c'était comme si, chez Flaubert, l'objet était ce qui faisait passer... Elle est belle, hein, c'est ma fille. Donc, pour moi, c'est comme si, chez Flaubert, l'objet faisait la navette entre la fiction et la réalité. C'est la partie émergée de l'un et de l'autre. C'est ce qui permet de passer de l'autre côté du miroir, même si c'est malgré soi, comme cet abricot. Voilà. D'ailleurs, moi, sans décor, sans costume, il est où mon spectacle? Bon, on va mettre un peu de rouge à lèvres. À propos, oui. C'était qui tout à l'heure dans le noir, là, qui essayait de m'étrangler? Hein? Mais, voilà. Bah, à ton avis. Allez, on continue. Séquence 29, l'opéra. Donc le pharmacien, le voisin de Charles et d'Emma, a réussi à convaincre Charles d'emmener Emma à l'opéra de Rouen pour la remonter. Ils vont voir une représentation de Lucie de la Mer Morte avec un ténor magnifique. Bon, inutile de vous demander si vous savez que Lucie de la Mer Morte, c'est une œuvre emblématique du romantisme, je connais déjà la réponse. En tout cas, si Kiss Kiss Bang Bang marche bien, je pourrais faire... une reconstitution à l'identique d'une représentation de Lucie de la Mer Morte comme c'était à l'Opéra de Rouen 1840-1850 en transparence, ici en petit, et là en simultané, en très grand. Ce sera incroyable. D'ailleurs, je crois que vous pouvez bénéficier d'un dégrèvement de vos dons sur vos impôts, donc n'hésitez pas à être généreux. Donc, Emma regarde tout ce qui se passe sur scène. Elle se reconnaît dans Lucie. Elle se reconnaît dans tout ce qui se déroule devant elle. Elle est en pleine rétroprojection, en toute transparence, comme moi, quoi. Oh non, mais cette Emma, c'est Oui. comme un briquet qui fait des étincelles et qui ne s'allume jamais. Hein. Oui, c'est vrai. Tandis que toi, ma chérie, Oui, tu brilles de mille feux. merci maman. Bon, ben c'est le moment d'aller fumer un peu. Bon, ben, je vais en profiter pour vous lire un petit peu d'Edgar Morin sur les stars. Hein.
vous allez penser qu'il a écrit ça avant l'invention de Facebook, vous allez halluciner. Qu'est-ce que la personnalité? Mythe et réalité à la fois. Chacun a sa personnalité, mais chacun vit le mythe de sa personnalité. La personnalité n'est aussi bien de l'imitation que de la création. La star en donne l'image et le modèle. Nous l'intégrons à notre personnage, l'assimilons à notre propre personne. Elle ouvre la voie d'un salut personnel, soit dans le monde du rêve, soit dans le monde de veille. Donc, Don Quichotte ou Emma Bovary. Ah non. Don Quichotte et Emma Bovary ou Che Guevara et Madonna. En fait, ça dépend du Kiss Kiss Bang Bang que je quitte Don Quichotte et Emma Bovary pour rejoindre le Che et Madonna. La situation n'est pas facile. Hein. On va pas attendre Françoise parce qu'elle roule ses cigarettes, ça peut prendre un certain temps. Non mais parce que ma mère, c'est ma mère, mais c'est une star de cinéma. Et star de cinéma, c'est pas comme les charcuteries familiales de père en fils, on n'en hérite pas. Hein. Regardez, la fille de Elizabeth Taylor, celle de Marlène Dietrich, toutes les inconnues. En même temps, il y a quand même Chiara Mastroianni, Lou Doyon, Charlotte Gainsbourg, Liza Minnelli qui ont hérité de la charcuterie familiale. C'est une planche pourrie, ma comparaison. Allez, au boulot. Et si Emma avait hérité de la ferme familiale et qu'elle s'était mariée à un fermier, est-ce que sa vie aurait changé? En même temps, il n'y aurait pas eu de bovarisme. Donc, deuxième planche pourrie. Ça va, ça se passe bien? Ouais. J'ai oublié un truc en loge. Je reviens. Hein? Moi, vous voyez, à sa place, j'aurais plutôt fait un spectacle sur Virginie Despentes, enfin, un truc moderne. Vous savez, les enfants. Hein. Donc, quand elle m'a dit qu'elle voulait travailler sur Madame Bovary, je lui ai dit, ah oui, mon chéri, c'est une bonne idée. Oui. Vous savez, la relation mère-fille, c'est quand même pas facile. Non, j'ai eu peur qu'elle pense que je voulais l'empêcher, alors que moi, je préférerais qu'elle vive sa vie tranquillement. Cette idée de faire du théâtre, du spectacle, enfin, moi, je suis bien placée pour vous en parler quand même. Hein. Tout le monde ne peut pas faire du spectacle, ni du théâtre. Si tout le monde joue la vie, qui la vit? Hein? Dans la fiction? Non. La fiction, c'est un truc pour faire rêver et rendre malheureux, finalement. Quand tu es sur scène, tu existes. Et la minute d'après, tu ne sais plus qui tu es. Tu n'es plus personne. Quand tu incarnes quelqu'un, tu sais qui tu es. Et quand ça s'arrête, t'es qui? Il faut y penser à ça. Enfin, pareil pour le banquier. Hein. Quand il cesse d'être banquier, qui est-il? Non, en plus, c'est terrible, parce que toi, tu sais que tu n'es pas le personnage que tu joues quand tu travailles. Mais la société te renvoie toujours à ce personnage-là, et les gens font la confusion. Ils ont tellement besoin de croire tenir les choses. Ça les guide. Ben non. La fiction, c'est la fiction. Et il faut accepter d'être guidé par soi-même, par ce qu'on met dans la fiction. Et que c'est une fiction qui n'est valable que pour soi. Et qu'il n'y a personne pour vous guider, ou alors par ricochet, un coup l'un, un coup l'autre. Non, les grands mystiques,
dans les grands mystiques, quand ils reviennent à la réalité, ben, ils sont bien embêtés parce qu'ils constatent que tout est relatif. Tout change selon l'état de ton cerveau. Ah non, c'est complexe la personnalité. Hein. Un accident au cerveau et hop, votre réflexion change. Qui vous pensiez être change. Non, la personnalité, c'est vraisemblablement la somme des données physiques de son cerveau, comme le débit du sang, les petits caillots, les connexions neuronales, enfin. Oh. On est des drôles de bêtes, c'est... Tu vois, je me suis dit que si le Kiss Kiss Bang Bang marchait bien, je ferais faire une belle robe pour Emma, un peu Vivienne Westwood, tu vois, avec des animaux sauvages, pour révéler sa nature profonde. Et au début du roman, quand elle copie les héroïnes des livres, Emma change d'état socialement. La fermière épouse l'officier de santé. Et ça la fait changer. Mais ensuite, quand elle s'enlise dans les rêveries et les chagrins d'amour, elle ne se préoccupe plus de changer la société. Alors que moi, j'y songe, hein, sérieusement. Voilà, donc, ok, elle fait quand même les deux choses de contestation qu'elle peut faire. Elle prend des amants et elle se suicide. Mais elle n'est pas révolutionnaire. Ça n'est pas Louise Michel. Tu vois, à bien y réfléchir, j'aurais dû faire un spectacle sur Virginia Woolf. Ah bah oui. Parce que Emma, elle ne sait pas que l'avenir, c'est maintenant. L'avenir, c'est je fais quelque chose maintenant, et ça, c'est déjà mon avenir. Emma, elle rêve, et elle est engluée dans le présent, elle n'a pas d'avenir. D'ailleurs, peut-être qu'il y a deux extrêmes. Ceux qui font et qui ne rêvent pas, et qui donc n'ont pas d'avenir, et les bovariens qui rêvent, et qui, eux aussi, sont englués dans le présent et n'ont pas d'avenir. C'est pour ça que j'aime bien Virginia Woolf. C'est parce qu'elle rêve et elle fait. Alors que Flaubert, lui, ben, c'est un bourgeois héritier. Il n'a rien à conquérir, si ce n'est un peu de reconnaissance personnelle. Alors il peut s'enfermer dans son gueuloir pour ciseler des phrases sur le néant du monde, l'échec ontologique de l'homme et de la femme. Il n'est ni porte-parole, ni fédérateur. Virginia, elle, même si elle fait partie des puissants, c'est une femme. Et à son époque, j'ai lu quelque part, dans un livre d'histoire, que les femmes étaient irremplaçables au foyer et quantité négligeable ailleurs. Alors, pour les hommes, leur reconnaître une prétention à la pensée, c'est remettre en question l'équilibre économique, politique et éthique du monde. Hein. Donc Virginia, avec sa clairvoyance de classe, bah oui, quand on est né du côté du pouvoir, c'est plus facile d'avoir du recul, hein, dit qu'il faut écrire comme Shakespeare a écrit ses pièces sans tenir compte des contingences matérielles. Et alors, nous, grâce à Shakespeare, Virginia, Flaubert et les autres, par ricochet, on peut vivre des choses qu'on n'oserait jamais vivre. Hein. Être homme, femme, traverser les siècles, tout est possible. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on vient au spectacle. Pour voir les autres faire des choses qu'on ne ferait jamais, en toute sécurité. Parce qu'on sait que tout est sous contrôle, puisque tout recommence chaque soir à l'identique. Tout est possible, en toute sécurité, ça fait du bien. On quitte les contingences matérielles, notre finitude, le temps de la représentation, et ça fait du bien. La vie est suffisamment dure à côté pour qu'on savoure. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Pourquoi vous venez au spectacle, vous? Ouais. Super. Et les autres, pourquoi vous venez au spectacle? En tout cas, moi j'ai vu quelqu'un dire un jour qu'un auteur autrichien dont j'ai oublié le nom avait dit qu'on venait au spectacle pour avoir une chance de voir les acteurs mourir en vrai. Bien.
Séquence 38, la ruine et le suicide. Bon, je pense que vous avez à peu près compris le principe de mon spectacle. Donc, si je pouvais m'éviter d'aller jusqu'à la ruine et le suicide, j'aimerais bien m'éviter la fin parce que c'est vraiment trop triste. Non, c'est vrai que c'est triste. Bon, en résumé, Emma a pris un deuxième amant, Léon, le clerc de notaire qui n'a pas réussi. C'est la même histoire qu'avec Rodolphe, mais en minable. Moi, quand ça marche pas, je change de projet. Hein. Mais elle, pour essayer de maintenir le niveau, elle achète des trucs, elle signe elle fait des dettes, elle signe des rachats de dettes qui coûtent infiniment plus cher que la dette initiale. Quoi, bon, c'est le principe du crédit à la consommation. Hein. Je pense que vous avez vu il n'y a pas très longtemps des reportages qui décrivent des gens qui finissent à la rue à cause de leur crédit à la consommation. Kofi Noga, c'est le lheureux actuel, hein. Il faut s'en méfier comme de la peste. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est triste. Hein. Et donc elle est toute seule dans sa campagne, elle se sent abandonnée de tous, alors que moi j'ai plein d'amis Facebook. Donc, elle se sent abandonnée de tous et elle se suicide. C'est vrai que c'est triste. Bon, enfin, écoute, sans vouloir refaire l'histoire, c'est quand même dommage qu'elle n'en ait pas parlé avec Charles. Hein, parce qu'à eux deux, ça aurait peut-être été différent. Mais tu sais, Flaubert y a pensé. Hein. Ah bon? Ah oui, tu te souviens pas? Emma a fait le tour des personnes qui peuvent lui prêter de l'argent. Ce sont tous des hommes. Et ils lui font des avances, mais pas financières. Ah. Moi, normalement, avec Kiss Kiss Bang Bang, je suis protégée. Qu'en même temps, j'ai pas pensé à vérifier les contreparties. Bon, donc, en tout cas, la maman ne veut pas faire la putain. Non, c'est fin, c'est fin. Et donc, Flaubert écrit Sentier normand 1840-1850. Elle aurait voulu battre les hommes, leur cracher au visage, les broyer tous. Et elle continuait à marcher rapidement devant elle, pâle, frémissante, enragée, l'œil vide, furetant, l'horizon en pleurs, et comme se délectant à la haine qui l'étouffait. Oui, murmurait-elle en grinçant des dents, Charles me pardonnera, lui qui n'aurait pas assez d'1 million pour que je l'excuse de m'avoir connue. Jamais, jamais. L'idée de la supériorité de Bovary sur elle l'exaspérait. Enfin, c'est dur pour Charles parce qu'il n'est pas du tout comme ça. Hein. Oui. Lui, il tire de son admiration pour sa femme une bonne part de sa confiance en lui. Aïe, aïe, j'ai une crampe. Ah. Bon, frotte, frotte. Oui. Fais ça avec ton pied. Vas-y. Et tu souris. Tu souris. Je continue quand même. Tu continues. On tient toujours bon. Et bah tu vois, moi ça me fait penser au début de L'homme qui en savait trop de Alfred Hitchcock. C'est intéressant, c'est qu'il a choisi comme héroïne une chanteuse lyrique qui est transformée en femme au foyer. Et à plusieurs reprises dans le film... Excusez-moi. Tiens bon, allez. Et plusieurs reprises dans le film, il croise des fans qui demandent quand est-ce qu'elle va recommencer sa carrière de chanteuse lyrique. Et lui, le beau James Stewart, répond à chaque fois que c'est pas compatible avec sa carrière à lui de médecin. Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand même, les fans, à chaque fois, ils râlent. Et pour moi, ça, c'est le signe que c'est le début de la fin de la femme au foyer, 100 ans après Madame Bovary. Excusez-moi. Frotte. Alors, si les neurones miroirs n'ont pas de sexe, notre cerveau n'a donc pas de sexe, et donc 60 000 cellules identiques, un seul chromosome différent, et ça changerait tous les possibles de la vie? Bah, c'est peut-être ça, la clé de Madame Bovary, c'est moi. Tu sais, la première fois que j'ai vu ton film, j'avais peut-être 17 ou 18 ans, eh bien, ça m'a beaucoup choquée. Mais j'ai beaucoup aimé ton personnage, Véronica, parce que pour elle, tout était possible pour être heureuse. Elle cassait tout, les règles sociales, les mythes. Ça, et Madame Bovary, pour surtout ne jamais se laisser enfermer
dans le rôle de la femme. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Ben, tu sais, ça me fait penser à ce qu'écrivait Virginia Woolf, justement, dans Une chambre à soi. Oui. Tu changes écrivez par vivez. Oui. Hein? Écrivez ce que vous désirez écrire, c'est tout ce qui importe. Hein? Et nul ne peut savoir si cela importera pendant des siècles ou des jours, mais toucher un seul cheveu de la tête de votre vision ou une nuance de sa couleur, c'est commettre la plus abjecte des trahisons. C'est beau, non? Ah oui, c'est vraiment... Hein? Moi, je trouve que c'est beau, je trouve ça très beau. Alors, Clara. Oui. Est-ce que tu peux faire Emma? Ah oui, bien sûr. Hein? Alors. Merci. Redonne-moi une petite chose. Merci. Si vous saviez tout ce que j'avais rêvé. Je me demande si les femmes qui pleurent ne sont pas les pitiés de la société. Vanitas vanitatis. Bon, écoute, enfin, je pense que ce serait bien, avant de finir, que l'on sache si tu es Emma ou pas. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon, je ne sais pas où vous en êtes de vos comptes dans vos petits carnets, mais on est tous plus ou moins Emma, non? Bon, oui, je suis comme Emma, parce que je rêve. Mais non, je ne suis pas comme Emma, parce que la société a changé, les lois ont changé. Maintenant, chaque individu est libre de vivre ses rêves jusqu'au bout. Hein. J'ai le droit d'avoir un carnet de chèques, j'ai le droit de posséder mes biens, je peux décider toute seule, sans avoir un tuteur sur la tête. Et peut-être ça notamment grâce à Flaubert, hein, en écrivant Madame Bovary. Il nous a fait prendre conscience de ça. Et pour fêter ça, eh ben, j'ai prévu une fin de spectacle comme ça. Alors, hop, hop. Tu viens, je te mets ton tabouret devant. Tu viens t'asseoir ici. Alors, vous vous souvenez, moi je suis en régie. Hein. Et donc, tout à coup, je descends de régie avec une belle robe. Parce que je suis l'incarnation de Doris Day. Dans la suite de L'homme qui en savait trop, le 2, quand elle a repris sa carrière de chanteuse lyrique, parce que c'est avec son savoir-faire de chanteuse lyrique qu'elle a sauvé le monde, hein, et pas en étant femme au foyer. Hein. Et ensuite, aussi parce que je suis Emma, mais si elle avait fui avec le ténor et qu'elle en avait profité pour professionnaliser ses talents artistiques, c'est pas une mauvaise idée en fait, je pourrais me spécialiser dans la réécriture féministe des classiques. Hein. Ce serait pas mal à donner à travailler à l'école pour développer les neurones miroirs. Bah, vous voyez, avec mes rêves, je commence déjà à changer le monde. Et ensuite, le public, debout, debout. Tous ensemble, avec nos talents enfin libérés de la contrainte sociale, enfin libres et ensemble, et ça vous voyez c'est déjà le début d'un nouveau monde, on chanterait que Sera Sera. Pendant que je vous révèle, j'ai craqué, j'ai fait une petite folie, c'était pas prévu dans le Kiss Kiss Bang Bang, mais je rembourserai après. J'ai fait fabriquer une enseigne lumineuse Emma, Véronica, Virginia, et vous voyez, elle pleure quand son collier s'allume. C'est pour nous rappeler que la société de consommation rend malheureux. Monsieur, vous voulez bien faire l'orchestre? Et donc tous ensemble, maintenant qu'on sait que le bovarisme c'est la meilleure part de l'humain, on va chanter Que Sera Sera. Je vous conseille de chanter que les refrains. Mais si
Tu le vois, notre spectacle? Il sera beau, hein, maman?